Les dirigeants européens ont activement cherché des moyens de renforcer Kiev avant les prochaines négociations et de se renforcer eux-mêmes dans une situation où Washington change sa politique de 180 degrés. Alors, sur quoi se sont-ils mis d'accord et ont-ils le temps de préparer des atouts pour l'Ukraine avec lesquels nous pourrons entamer des négociations avec l'agresseur? La correspondante de TSN, Oksana Tkachenko, recueillait des informations. Poutine ne doit pas être autorisé à jouer avec le cessez-le-feu. C'est avec cette thèse que le Premier ministre britannique Keir Starmer ouvre le sommet en ligne de la coalition des bonnes volontés. Le club des amis de l'Ukraine a réuni 3 à 4 douzaines de pays, dont l'Union européenne, mais aussi la Norvège, la Turquie, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et même le Japon. Starmer insiste sur le fait que la situation avec l'offre d'un cessez-le-feu de 30 jours a montré qui veut vraiment la paix et qui fait semblant. Mais les alliés doivent faire pression sur l'agresseur. L'Ukraine est partie prenante à la paix parce qu'elle a accepté et s'est engagée à respecter un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Maintenant, ce que nous voyons, et c'est le thème central de nos discussions aujourd'hui, c'est que c'est Poutine qui essaie de retarder le processus. Mon sentiment est que tôt ou tard, il devra s'asseoir à la table et participer à des négociations sérieuses. Au cours des dernières semaines, au moins 5 réunions de ce type ont été organisées d'urgence à différents niveaux. L'objectif est le même: comprendre comment aller de l'avant face à un revirement spectaculaire de la politique de sécurité de son principal allié, les États-Unis. L'occidentalisation complète à laquelle l'Europe s'était habituée après la fin de la Seconde Guerre mondiale a disparu, et une nouvelle réalité où les Européens doivent se prendre en charge est soudainement apparue. L'Europe doit renforcer son architecture de sécurité et nous n'avons pas beaucoup de temps pour y parvenir. Nous n'avons qu'une seule chance. Poutine a clairement indiqué que l'Ukraine n'était pas sa dernière étape sur la voie d'un passé impérial. Le leadership en matière de sécurité est tout à fait logiquement assumé par 2 États nucléaires du continent européen, la Royaume-Uni et la France. De plus, Keir Starmer et Emmanuel Macron ont reçu le soutien total de la direction de l'Union européenne. Les allusions de la Russie, de la Chine et, comme il s'est avéré, des États-Unis selon lesquels l'Union européenne est pour eux un concurrent géopolitique superflu, se sont révélées trop transparentes. Il y a 3 premières tâches pour l'Europe. Comment aider l'Ukraine avec une position de négociation forte? Comment renforcer ses propres capacités de défense? Et enfin, comment préserver l'unité alors qu'elle est activement érodée par des forces internes, comme la Hongrie? Contrairement aux États-Unis, l'Ukraine pour l'Europe semble être la seule armée vraiment active qui s'oppose à l'expansion russe. Par conséquent, toute accusation de démilitarisation, comme le rêve le Kremlin, est radicalement inacceptable pour l'Europe. Les livraisons d'armes se poursuivront. L'orientation générale a été exprimée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'Ukraine doit être transformée en un porc-épic d'acier qu'aucun agresseur ne peut avaler. L'une des idées est de créer un fonds militaire séparé d'une valeur de 40 milliards d'euros sur la base d'une participation volontaire afin de contourner le veto de la Hongrie. Je le répète ici, devant les journalistes, réfléchir à ce que devrait être l'armée ukrainienne dans le futur et revenir au principe que la première garantie de sécurité est l'armée ukrainienne, que nous refusons toute forme de démilitarisation de l'Ukraine. Et par conséquent, toute trêve que l'UE souhaite renforcer par de réelles garanties contre une nouvelle attaque de Poutine. Le président français Emmanuel Macron réunit pour discuter de cette question les chefs d'état-major de l'OTAN, à l'exception des Américains, le Premier ministre britannique Keir Starmer, les dirigeants des pays. La coalition des volontaires prévoit de fournir tous les types d'aides, financières, militaires, aériennes et maritimes, afin d'empêcher la Russie de violer un éventuel accord. C'est ce plan de coalition coordonné qui sera ensuite présenté à Donald Trump, que l'on espère encore convaincre de le soutenir avec des troupes américaines. Pour l'Ukraine, cela signifie que les troupes britanniques, françaises et autres de l'OTAN, les troupes européennes de l'OTAN, devraient être sur le terrain en Ukraine, probablement pas sur la ligne de cessez-le-feu, mais derrière, pour aider les Ukrainiens à se réarmer, à renforcer leurs capacités et à créer un système d'alerte clair. C'est probablement le résultat attendu.
Bien sûr, dans la question du réarmement de l'Europe et du remplacement du soutien américain, tout dépendra de l'argent et de la bureaucratie. Vendredi, Emmanuel Macron a réuni les principaux fabricants d'armes français à l'Élysée pour comprendre comment augmenter la capacité de production du complexe militaro-industriel. Il a confié aux fonctionnaires du gouvernement la tâche de trouver d'urgence de l'argent pour toute cette affaire. Un vaste plan général de réarmement de l'UE, d'un montant de 800 milliards d'euros, a été présenté encore plus tôt par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il consiste à assouplir la régulation de l'espace budgétaire, à réorienter les fonds des dépenses non essentielles et à un prêt de 150 milliards qui servira à des investissements dans la défense aérienne, l'artillerie, les drones et les munitions. Nos valeurs européennes, la démocratie, la liberté et l'état de droit sont menacées. Le paquet défense de 800 milliards d'euros est une décision historique. Il peut devenir la base d'une Union européenne de défense. Nous allons promouvoir le plan de réarmement de l'Europe de tous les côtés. Des voix s'élèvent en Europe pour réclamer le retour de la conscription. Préparer tous les hommes adultes du pays en cas de guerre, tel est le projet exprimé par le Premier ministre polonais à la tribune du Parlement. Donald Tusk a déclaré que le gouvernement étudiait l'exemple de la Suisse, qui organise des exercices annuels. Nous essaierons de préparer un modèle d'ici la fin de l'année pour que chaque homme adulte en Pologne soit formé en cas de guerre, afin que cette réserve soit réellement adaptée aux menaces potentielles. Mais la Hongrie compromet sérieusement les efforts communs de l'UE en matière de sécurité. Cette semaine, Budapest a presque déjoué l'extension des sanctions économiques contre 2500 personnes physiques et morales russes. Les Hongrois ont fait pression pour que jusqu'à 4 oligarques russes soient exclus de la liste. Le Financial Times, citant ses propres sources, écrit que les États membres de l'UE perdent patience et élaborent déjà un mécanisme pour priver la Hongrie du droit de veto et de chantage lors de la prise de décision clé. Le Parlement européen a également discuté de la défense et de la guerre en Ukraine cette semaine. Il a adopté une résolution sur le renforcement du soutien à l'armée ukrainienne et aux garanties de sécurité. Le discours percutant de la volontaire ukrainienne Tata Kepler a joué un rôle important dans le processus de décision. Je suis ici au point de stabilisation. Je regarde comment les médecins ramènent à la vie de jeunes blessés. J'y porte encore des fleurs avec des rubans noirs sur les tombes de mes amis qui ont toujours 20, 25, 30, 40 ans. Moi, comme chaque citoyen, nous ne reviendrons jamais de cette guerre. Malheureusement, nous pouvons rentrer chez nous, mais nous ne reviendrons jamais. Elle restera avec nous, pour toujours. Avec moi, avec mes amis, avec tous les citoyens d'Ukraine. Oksana Tkachenko, semaine TSN. 1+1